Oui, effectivement, je suis Charlie Perrault, je suis journaliste au Journal du Net et je m'occupe de tous les sujets effectivement liés aux crypto-monnaies, à la blockchain depuis maintenant 1 an et demi. Donc pour commencer en fait cette conférence, on a voulu faire une petite introduction qui va un petit peu définir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce que le Bitcoin, pour qu'on passe pour partir un peu sur des bases on va dire solides, tout le monde parte un peu sur les mêmes bases. Et donc on va commencer avec effectivement Bitcoin, sûrement le mot que vous avez entendu le plus ces derniers temps. Et bien Bitcoin fêtera d'ailleurs en janvier 2019 ses 10 ans. Et oui, déjà 10 ans, et pourtant on va dire que depuis à peu près l'année dernière que vous avez peut-être entendu parler de ce terme dans de nombreux médias, et notamment même les médias traditionnels se sont emparés de ce sujet. Vous avez sûrement lu des articles effectivement, qui parlaient du cours du Bitcoin, qui est passé de 1 000 $ en janvier 2017. Il a grimpé tout au long de l'année pour atteindre 19 000 $ à peu près en décembre. Donc, il a un gros pic. Mais le Bitcoin, on va voir ce soir, ça ne se résume pas évidemment qu'à son cours, ou même qu'à une bulle, comme on a pu l'entendre justement dans les médias ces derniers temps. Donc voilà, qu'est-ce que le Bitcoin? On va essayer de le faire très simplement. Et de toute façon, si vous avez des questions, les intervenants pour effectivement vous éclairer. Le Bitcoin, c'est une monnaie, on va dire, numérique. Il n'y a donc pas de pièces, pas de billets. C'est une monnaie qui fonctionne sans banque, de pair à pair. Elle ne dépend d'aucun État, ni d'aucune institution, et elle n'a pas d'autorité de régulation. Donc voilà, très différent de l'euro, le dollar, etc. Donc le Bitcoin, on va dire qu'il n'appartient à personne. Mais alors voilà, qui émet du Bitcoin? Comment fonctionne-t-il? C'est aussi un petit peu les questions qui reviennent souvent. Donc le Bitcoin, il a été créé par une personne dont on ne connaît toujours pas l'identité, mais dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. On va dire qu'il a mis au point complètement comme un protocole et qui fonctionne avec ce qu'on appelle des mineurs. Alors donc des mineurs, ce sont des personnes qui vont résoudre des problèmes mathématiques pour sécuriser et valider les transactions Bitcoin. Toutes les transactions sont enregistrées ensuite dans une sorte de grande base de données publique, qu'on appelle un petit peu communément la blockchain, pour faire simple. Et les mineurs sont ensuite récompensés en Bitcoin, donc pour le travail qu'ils effectuent, puisque c'est eux qui sécurisent effectivement le réseau. Aujourd'hui, la récompense est de 12,5 Bitcoin. Elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Ça depuis qu'elle est live depuis 2009. Et donc en 2020, si on part sur ce principe, la récompense sera donc de 6,25 Bitcoin, et cela jusqu'à peu près en 2140, puisque c'est la date à laquelle l'émission normalement de Bitcoin s'arrêtera, puisque contrairement à d'autres monnaies, le Bitcoin a une quantité limitée, elle est limitée à 21 millions. Ça a été prévu initialement justement par ce fameux Satoshi Nakamoto. Donc les mineurs, qui sont-ils? Au départ c'était un peu des particuliers qui faisaient ça chez eux avec leurs ordinateurs personnels. Bon, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, ça devient très complexe, il faut faire des calculs très très complexes, donc vous imaginez qu'avec votre petit PC c'est difficile. Donc maintenant c'est plutôt maintenant il y a des entreprises même de ce qu'on appelle de minage. Vous avez peut-être entendu aussi le terme de ferme, c'est principalement des professionnels. Autre question aussi qui revient souvent et sur laquelle on ne va pas non plus s'attarder, c'est pour ça que je vais en parler maintenant, c'est comment on en achète aujourd'hui. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de compte Bitcoin à proprement parler. Il existe des portefeuilles, des wallets. Donc voilà, vous pouvez avoir sur votre ordinateur ou même sur votre téléphone s'il y a des applications. Et donc ces wallets vont générer des adresses. Donc, alors les adresses, c'est une suite de chiffres et de lettres très 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 longues, et qui aussi est présentée sous forme d'un QR code. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. En fait, grosso modo, une adresse Bitcoin, on va dire que c'est un peu l'équivalent d'un prix bancaire.
Et voilà, et pour s'en procurer après, vous pouvez en acheter sur des plateformes. Aujourd'hui, il y en existe des tas sur Internet, ou ici via des courtiers. Hein, il y a des courtiers en ligne et même des courtiers aussi physiques. On en a un donc en France. Vous avez anciennement appelé la maison du Bitcoin et qui d'ailleurs s'appelle le Coin House Store, qui est dans le 2e arrondissement à Paris. Voilà, pour information. Donc voilà, pour débourser, pour acheter un bitcoin, bon, ça reste encore cher, hein, même si effectivement elle a baissé. Ce matin, il était à 6 200 $. Voilà, donc après, il faut savoir qu'il n'y a pas de cours légal, hein, comme d'autres monnaies, mais par contre, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas, son cours il fonctionne, il est déterminé par l'offre, la demande, donc plus il y a de demande, et ben forcément, plus le prix augmente, et c'est pour ça que voilà, fin 2017, ça a grimpé, il y a eu beaucoup de gens qui ont spéculé dessus, donc ça l'a fait grimper. Voilà, enfin tout ça pour dire, voilà, le Bitcoin c'est ça, mais voilà, on en parle beaucoup parce que c'est la crypto-monnaie aujourd'hui la plus connue, c'est la plus valorisée, mais il existe effectivement d'autres crypto-monnaies, il y en a plus de 1000 hein, qui ont plus ou moins, on va dire, le même fonctionnement. Là, on part dans des petits détails. Voilà, mais avec toutes ces crypto-monnaies aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un écosystème, c'est ça qui est intéressant, qui s'est créé. Donc, j'ai parlé un petit peu des plateformes tout à l'heure, les plateformes d'échange, donc là où vous pouvez acheter, vendre les crypto-monnaies. Il y a des acteurs aujourd'hui qui sécurisent vos crypto-monnaies contre les risques voilà, de piratage. Vous avez des entreprises aussi maintenant qui viennent d'investir. Enfin voilà, il y a beaucoup, voilà, tout un écosystème aujourd'hui qui s'est créé. Mais ça ne se contente pas juste à ce petit milieu, on va dire. Et aujourd'hui, il y a même maintenant les acteurs traditionnels de la finance, les fonds d'investissement qui s'y intéressent. Vous avez même maintenant des entreprises plus traditionnelles aussi, de tout secteur, qui en tout cas regardent de près ces sujets. Donc du coup, pour cette soirée, on va donc décrypter tous ces enjeux qui sont liés aux crypto-monnaies, voir comment un petit peu elles peuvent s'intégrer aujourd'hui dans le paysage économique. Et donc en première partie, donc on va faire une table ronde, et en seconde partie, vous aurez donc une session questions-réponses assez longue. Donc voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos 3 intervenants. Vous pouvez également aussi contribuer au débat sur Twitter avec le hashtag #UpConférence. Et la soirée est également diffusée en direct sur Facebook. Donc maintenant, il est temps que j'accueille mes 3 intervenants. Upconf, le hashtag. Bon bah super. Donc déjà, nous avons la table ronde Jacques Favier. Vous êtes cofondateur de l'association Le Cercle du Coin, qui regroupe donc une centaine de membres dans 6 pays différents. Vous êtes l'auteur de La Voix du Bitcoin et du livre Bitcoin, la monnaie acéphale, que vous avez coécrit avec Avi Takal. Et pour la VDOV, vous êtes aussi un ancien banquier. Clément Janot, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, donc une société qui accompagne les entreprises dans des projets blockchain, donc la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin. Vous êtes aussi cofondateur d'ICO Mentor, une société qui accompagne les entreprises dans la réalisation d'ICO, donc des sortes de levées de fonds en crypto-monnaie dont on parlera plus tard. Et vous avez aussi coécrit un livre, La blockchain décryptée, les clés d'une révolution. Et enfin, Alban Genet, vous êtes inspecteur des finances et vous avez participé à l'écriture du rapport Londo, qui est donc dédié aux crypto-monnaies et qui a été remis au gouvernement en juillet dernier. Bon bah écoutez, merci à vous d'être venus ici pour témoigner. Petite question déjà peut-être pour sonder la salle, avant toute cette longue introduction un peu voilà, hard, qui déjà avait entendu parler au moins de crypto-monnaie avant de venir ici? Souvent ça. Et qui a déjà acheté du Bitcoin? Et alors, qui a acheté après d'autres crypto-monnaies, de l'Ether, du Bitcoin? Donc on a quand même quelques... voilà, très bien. Super. Alors déjà, on va peut-être commencer par une question assez bateau, on veut dire, mais
Clément et Jacques, voilà, comme vous voulez. Peut-être déjà dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant des crypto-monnaies, pourquoi il faut s'intéresser aujourd'hui à ce sujet. Pourquoi on parle des crypto-monnaies? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face pour de mauvaises raisons. Elles ont un cours, toujours plus ou moins accroché à celui du Bitcoin. Quand il monte, la presse dit mon Dieu, c'est une bulle. Quand il baisse, on dit mon Dieu, ça s'effondre. J'ai entendu un journaliste expliquer que les bitcoiners étaient tous chez le psychanalyste. En fait, on avait fait un repas la veille, il y avait quelques dizaines de gens qui n'avaient pas perdu le moral. Mais après chaque hausse et baisse, on s'aperçoit que la masse des gens qui s'y intéressent croît. C'est une chose qu'on a vue après chaque pic. Et à l'occasion de cet événement qui n'a pas forcément grand intérêt, qui est une période de bulle et puis le dégonflement, il y a un intérêt renouvelé de quelques personnes qui se disent c'est quand même extraordinaire cette aventure et qui commencent à s'y intéresser. Donc actuellement on est dans cette phase-là qui n'est pas la première d'élargissement de la base des gens qui s'intéressent à Bitcoin et aux crypto-monnaies. Pourquoi? C'est peut-être moi aussi. Je suis entièrement d'accord sur ce que tu viens de dire. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être qu'on va avoir deux angles différents pour aborder le sujet. Moi, je dis qu'il y a deux angles, un angle monétaire et un angle plus innovation, économie numérique, qui sont complémentaires et qui se rejoignent de toute façon. Mais c'est vrai que moi j'ai plus travaillé entre guillemets l'angle économie numérique. Pourquoi moi je me suis intéressé aux crypto-monnaies et pourquoi je pense qu'il faut s'y intéresser, je pars d'un constat qui est celui de dire qu'aujourd'hui Internet me semble bloqué en quelque sorte, parce que quand on regarde par exemple la décennie 2010, posons la question, est-ce qu'on voit une nouvelle grande entreprise qui a émergé comme un champion dans l'économie numérique? Et en fait, quand on regarde un peu, on voit que les GAFA accaparent une grande partie de l'économie numérique. Google et Facebook accaparent 95% de la croissance du marché de la publicité en ligne, c'est juste un exemple. Quand on regarde les stats en France, dans le top 10 des applications les plus consultées sur smartphone, eh bien les 10 premières appartiennent aux GAFA. Et donc en fait, par un certain nombre de mécanismes, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, capturent la valeur et capturent en fait une partie de l'innovation. Et moi c'est ça qui me semble intéressant et surtout problématique, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de créer un nouveau champion dans l'économie numérique. Il y a des raisons classiques liées à l'économie, il y a des raisons qui sont propres à l'économie numérique. Et puis un exemple très simple, c'est de dire aujourd'hui quand on veut créer une start-up mobile, enfin une application mobile, et bien en fait on doit demander l'accord de Google ou d'Apple, puisque si on veut que les gens utilisent cette application, eh bien, elle doit être sur l'App Store ou sur l'App Store de Google. Donc ce simple fait, je trouve voilà, dangereux. Et donc en fait, j'en reviens au sujet, les crypto-monnaies, ça fait partie d'un tout qu'on appelle par exemple web décentralisé, qui vise à créer un nouveau web et qui sera en fait, dont les crypto-monnaies seront le moteur, seront un outil majeur pour développer, pour faire émerger d'abord des applications qu'on dit décentralisées et pour les développer. Donc on pourra en reparler, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'angle habituel avec lequel on parle des crypto-monnaies. Et je pense que la richesse de ce débat, c'est aussi d'aborder différents points de vue, des points de vue qui ne sont pas forcément entendus dans le débat public. Et la première chose que je regrette, c'est exactement ce que vient de dire Jacques, c'est qu'on se concentre sur les cours. C'est pas très intéressant les cours, même si voilà, il y a des choses à tirer de ça, mais c'est pas, les crypto-monnaies n'ont pas d'intérêt pour leur cours. Non, juste pour dire, effectivement, les deux angles dont parle Clément, ils se rejoignent absolument. Et souvent, la première chose qu'on dit, c'est ne commencez pas par étudier Bitcoin comme une monnaie, parce que le mot est clivant. Certains, du côté des banques en particulier, vont dire non, non, c'est pas une monnaie, d'autres vont dire si, c'est une monnaie. Et finalement, à la fin de la journée, on ne sait toujours pas ce que c'est. La première raison de s'y intéresser, donc ça rejoint ce que dit Clément, c'est participer à l'essor des échanges de pair à pair. Clément a raison, un startup ne peut pas mettre une application en ligne sans l'autorisation des GAFA, mais le Trésor public non plus. Donc le développement des échanges en pair à pair
c'est un projet de société et il a besoin d'une infrastructure, d'un protocole. Ce protocole, c'est un protocole de type blockchain sur lequel circulent des jetons qui effectivement ensuite peuvent être l'objet de débat pour savoir si, comment, jusqu'où, pourquoi ils sont ou ne sont pas des monnaies. Je ne sais pas si je peux ajouter. Je vais ajouter une chose sur très concrètement la façon dont nous on présente dans nos formations, typiquement Bitcoin, et c'est de partir en fait d'un problème. Il y a cette phrase qu'on entend parfois qui est assez drôle et qui a un fond de vérité de dire la blockchain et les crypto-monnaies sont une solution encore à la recherche de leurs problèmes. En fait, nous, quand on fait nos formations, on va partir du problème. Donc le problème, enfin un des problèmes, encore une fois, il y a plein d'angles possibles, mais un des problèmes, c'est aujourd'hui sur Internet, en fait, c'est pas possible d'envoyer de la valeur rare en pair à pair, sans duplication. Donc j'illustre parce que c'est pas très forcément clair. Si j'envoie un document audio, une vidéo ou n'importe quel fichier à un ami sur Internet, en fait, je lui envoie pas ce fichier, je lui envoie une copie. Et moi, je garde sur mon ordinateur l'original. Donc ça marche très bien quand on envoie un fichier classique. Ça marche pas quand on veut envoyer de la valeur, de la rareté. Si on envoie 1 euro à un ami et que je garde 7 euros, forcément, l'euro perd de sa valeur. Et en fait, Internet tel qu'il est conçu empêche de pouvoir s'envoyer de la valeur rare en pair à pair sur Internet. Donc en pair à pair, c'est-à-dire sans devoir passer par un tiers, et même sans devoir en demander la permission. Et c'est pour ça qu'on dit que les crypto-monnaies et la blockchain décentralisent la valeur, tout comme Internet a décentralisé l'information. Avec Internet, chacun a pu publier et échanger l'information qu'il veut, instantanément, auprès du monde entier, sans avoir à en demander la permission. Et bien avec les crypto-monnaies et la blockchain, n'importe qui peut créer et échanger de la valeur en pair à pair, instantanément, dans le monde entier, sans devoir en demander la permission. Et donc ça, c'est une innovation qui est radicale et qui peut amener demain à considérer que Internet n'avait pas de monnaie native et que Bitcoin pourrait être la monnaie native du web. Juste en complément, puisque je représente un peu entre guillemets le régalien et les pouvoirs publics, pourquoi s'intéresser au Bitcoin quand on est l'État? Ce qui est assez fascinant du point de vue des décideurs publics, c'est qu'aujourd'hui, il y a une économie émergente, un nouveau secteur qui émerge et qui nous est complètement inconnu et qui bouleverse la manière dont on élabore la norme, la manière dont on régule des secteurs d'activité et qui nous réinterroge dans nos échanges, dans nos pratiques. Et on ne sait pas appréhender de technologie. On a raté le cap de l'Internet et l'État, la puissance publique, souhaiterait ne pas rater le cap demain de ces nouvelles technologies-là. Comment le droit, ou en tout cas les puissances publiques peuvent appréhender tout ça sur le plan de la fiscalité, des règles prudentielles, des règles comptables, ce sont des ovnis encore. Il y a une acculturation de la puissance publique à avoir, ce qui est très long. Et en tout cas, c'est un aiguillon, c'est des sur un aiguillon pour justement essayer de faire émerger, d'accompagner des acteurs qui demain produiront de la valeur. On ne sait pas encore où, mais ils vont déplacer la frontière technologique. On ne sait pas où, mais en tout cas, ils vont la déplacer. Et voilà. Donc l'État s'y intéresse aussi pour ces raisons-là. En résumé. Oui, comme je disais au début, on entend beaucoup parler de Bitcoin, mais je disais effectivement il y a aussi plus de 1000 crypto-monnaies. Du coup, Jacques Favier, comment aujourd'hui les gens dans la salle peuvent s'y retrouver, quelle différence on peut dire il peut exister entre dans cette jungle de crypto-monnaies? Alors jungle, c'est peut-être le mot. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On ne parle pas de Bitcoin depuis 2 minutes, qu'on vous dit oui, mais enfin après tout, il y en a, c'est pas 1000, c'est plutôt 1800 autres. Et le risque en suivant cette pente, c'est de flatter plusieurs défauts. D'abord, chez le journaliste, le goût de la nouveauté, parce qu'il faut absolument parler de la dernière trouvaille. La paresse de l'auditeur qui se dit finalement si on a une plus nouvelle c'est pas la peine de s'occuper de Bitcoin parce que c'est comme faire du sanskrit ou du grec ancien, c'est peut-être pas indispensable à la vie d'aujourd'hui. Et puis le troisième défaut que ça flatte généralement c'est la cupidité, parce qu'on se dit Bitcoin j'ai hésité, puis je l'ai acheté à 12 000 et j'ai perdu la moitié, donc est-ce qu'il n'y en aurait pas une petite nouvelle qui voudrait bien me rendre riche? En réalité, il y a une typologie de ces monnaies. Il y en a qui sont des copies pratiquement conformes, faites par De Gus pour s'enrichir, et il y en a beaucoup. N'ont d'intérêt que quelques
dizaine, on va dire, d'entre elles, à partir du moment où dans le nouveau protocole qui met en œuvre une nouvelle monnaie, un nouveau jeton, il y a une innovation. Cette innovation peut être au niveau des langages de programmation. Alors Bitcoin est écrit en C++, d'autres sont écrits dans d'autres langues. Ces autres langues peuvent permettre de faire des choses que la langue de programmation de Bitcoin ne permet pas de faire, avec des avantages, des inconvénients, des risques et des périls. Ça peut être au niveau de la gouvernance, parce que Bitcoin a une gouvernance très décentralisée qui rend assez difficile son évolution. D'autres ont des gouvernances très centralisées, c'est en gros, non au prophète ou au chef ce qu'ils en pensent et qui ont changé les règles. Ça peut être au niveau de la quantité, du rythme de libération des jetons, de la masse monétaire. Il faut qu'il y ait une proposition de valeur qui apporte quelque chose de sérieux, sinon, la plupart du temps, c'est du TOC. L'autre raison de s'intéresser à Bitcoin, c'est que sur la longue durée, c'est quand même lui qui a une communauté de développeurs, une puissance, une communauté importante. Ça ne veut pas dire que les 3 ou 4 autres challengers de qualité anciens comme Ethereum qui existe depuis le printemps, l'été 2014, ou plus récentes comme Tezos par exemple qui a livré son mainnet ce matin, n'apportent pas quelque chose. Mais voilà, en réalité, il y en a quelques dizaines en étant généreux. Oui, c'est un effort généreux. Oui, dans le cadre de la mission Lando, d'un point de vue un peu théorique, on avait cherché un peu à identifier, puisque il faut accéder au protocole, il faut faire cet effort, cette démarche, d'aller lire, d'aller trouver l'information. Et du point de vue du superviseur, c'est un enjeu fondamental, parce qu'elles recèlent toutes des modes de fonctionnement très différents. Et alors, je prends juste quelques exemples, elles peuvent se caractériser par l'origine d'émission, comment on émet une crypto-monnaie. C'est-à-dire que parfois, quand une monnaie est définie au départ, je mettrai 21 millions, il n'y a pas plus. Donc un cap d'entrée, il peut y avoir un cap de sortie, donc j'émets progressivement et à un moment donné j'arrête. Et puis il y a aussi un algorithme qui va réguler la croissance de la masse de la crypto-monnaie en question. Ça, pour les régimes d'émission déjà, elles se distinguent toutes. Les crypto-monnaies sont aussi parfois associées à des fonctionnalités. Elles vont permettre de gérer des smart contracts, ça veut dire qu'elles vont pouvoir exécuter l'exercice de droit associé à une monnaie, à une valeur associée, du droit de propriété, etc. Donc je dirais que chaque crypto-monnaie va pouvoir se dissocier par différentes caractéristiques, les modes de consensus, vous l'avez évoqué Jacques, sur le proof of work, le proof of stake, on aura l'occasion d'y revenir, qui sont évidemment des questions de gouvernance très importantes. Et il y en a qu'il y a certaines qui se ressemblent, mais aussi elles ne se ressemblent pas toutes non plus. Donc il faut vraiment cette démarche de protocole, et on a un problème pour la puissance publique, et je ne sais pas si il est partagé. Aujourd'hui, les acteurs qui synthétisent la donnée sur les crypto-monnaies et qui rendent cette donnée publique sont des acteurs privés, qui parfois peuvent avoir un intérêt dans la transmission de cette information-là. Et donc tout l'enjeu pour la puissance publique, c'est d'avoir une information la plus transparente possible, pour demain offrir à chacun d'entre nous, justement, une information transparente sur les protocoles, sur l'évolution des cours, etc. Donc c'est un enjeu important que l'accès à l'information. Je vais juste rajouter une chose rapide. Il ne faudrait pas donner l'impression de mettre les multiples crypto-monnaies sur le même plan, parce que c'est même à 97%, 95% au mieux, souvent des arnaques ou des choses qui n'ont pas d'utilité ou de valeur. En réalité, c'est une infime proportion qui fait sens. Et en fait, je dirais que quand on débute dans ce nouveau champ, qui est complexe à aborder, il faut s'intéresser d'abord à Bitcoin. C'est déjà assez large, c'est déjà assez novateur et compliqué comme ça, pour ne pas avoir à s'embêter avec le reste. Il faut commencer par là, parce qu'en fait, c'est le patient zéro, en fait. C'est le plus important, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, mais pour des raisons historiques, c'était la première crypto-monnaie, mais aussi pour des raisons de légitimité dans le secteur. Il faut rappeler, qu'il faut dire que Bitcoin ne s'est jamais fait hacker. Parfois on entend des histoires de hacks liés à Bitcoin. En fait, ce sont des plateformes qui hébergent les Bitcoins, donc en fait des plateformes internet assez classiques qui sont hackées, mais pas la blockchain Bitcoin elle-même. Donc, il y a des choses importantes à dire là-dessus. Souvent, on nous demande, mais au fond, c'est quoi la prochaine crypto-monnaie? La prochaine, c'est la prochaine version de Bitcoin. Actuellement, je suis pris d'un vertige, je ne sais plus si c'est 0.16 ou 0.17. Je crois qu'on est toujours en 0.16. Si on prend le programme de Bitcoin, les lignes de code d'origine sont de l'ordre de 10%.
Pour donner une idée, c'est à peu près le pourcentage de pierres d'origine de Notre-Dame de Paris. Donc c'est une œuvre permanente. Il y a une communauté de gens qui entretiennent et qui font que la prochaine monnaie importante, ce sera probablement la prochaine version de Bitcoin. J'ajoute, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont animés d'intérêts financiers dans la chose, c'est un peu comme quand on se dit, bah, j'ai de l'or, si j'achetais aussi du zirconium, de l'iridium, etc., et une demi-douzaine d'autres métaux, vous allez vous trouver sur des marchés qui sont des marchés de gré à gré, qui sont difficiles à l'achat, encore plus difficiles à la vente, et qui de toute façon sont plus ou moins corrélés à 95% à l'or, de sorte que ce que vous avez mieux à faire, c'est encore attacher de l'or. Donc tout conduit à dire la première chose à laquelle on doit s'intéresser intellectuellement et financièrement, c'est Bitcoin. Et le reste vous sera donné par surplus. Mais même Ethereum, au départ, c'est une proposition de modification de Bitcoin qui n'a pas été acceptée par la communauté Bitcoin et qui a trouvé sa propre communauté. Vous ne jugerez de la prochaine monnaie que par rapport à Bitcoin et aux élaborations successives de Bitcoin, puisque Bitcoin n'a pas été coulé dans le bronze pour toujours en 2009. Ça n'est que par cet effort intellectuel que vous pouvez comprendre la suite de l'aventure. On entend aussi pas mal de critiques, en tout cas, voilà, ça peut être la Banque de France, ça peut être aussi parce qu'ils en font beaucoup, hein, mais voilà, de pas mal même aussi de médias, hein, de commentateurs qui disent que ces crypto-monnaies, c'est juste du blanchiment, c'est le financement du terrorisme, c'est comme ça. En quoi tout ça est faux? Déjà, quelles sont un petit peu toutes ces idées reçues? En quoi est-ce que cela est faux, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça va être une conférence à Eiffel. Et je dirais qu'il y a plusieurs types de critiques. Et c'est toujours intéressant de partir de critiques parce que c'est essentiel pour comprendre ce que c'est au fond. Il y a un premier type de critique, donc je ne peux pas de classement, il n'y a pas d'ordre dans les critiques que je vais faire. Il y a une critique qui va dire effectivement c'est du blanchiment, c'est du dark web, ça sert à financer le terrorisme ou du blanchiment. Je vais répondre directement à chaque critique, ça sera. Là-dessus, il y a des rapports qui sont très clairs, Tracfin, notamment en 2016, Europol aussi, 2016, je crois, 2017, qui montrent que c'est de l'ordre de 3, 4, 5% des transactions sur le réseau qui sont liées à des transactions, à des actions illégales. Mais on voit bien que c'est très minoritaire sur la totalité. On est loin d'un spectre médiatique qui donne l'impression que c'est majoritaire, que c'est énorme. Il faut rajouter à ça que Bitcoin en fait n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Donc en fait tout est inscrit de façon transparente. Alors on ne voit pas que Pierre a envoyé un Bitcoin à Jacques, on voit que telle adresse qui est composée d'une suite de caractères a envoyé X Bitcoin à tel moment à une autre suite de caractères. Mais en fait il y a un certain nombre d'outils qui se développent pour essayer de tracer plus finement, de voir si le Bitcoin en question est lié à une transaction légale ou pas. Et typiquement, quand une plateforme qui s'appelle Silk Road, il y a quelques années, a fermé et qui permettait de faire des achats de biens illégaux en Bitcoin, et ben, quand le FBI a fait fermer, ils ont mis 2 agents sur le coup, et en quelques mois, ils ont trouvé qui était derrière. Ce qui fait dire aux experts du sujet que aujourd'hui, pour un escroc, utiliser la blockchain Bitcoin, ça serait idiot. Un autre type de critique, ça va être de dire que c'est trop complexe à utiliser. Effectivement, c'est pas facile aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde Internet, je suis toujours le fil du web avec la comparaison avec Internet dans les années 90, c'était quand même très complexe. Quand on tape aujourd'hui sur Google eBay en 97, ou des sites comme ça, on peut voir les images des pages d'accueil. C'était vraiment dégueulasse, c'était pas facile à utiliser. Et en fait, la révolution numérique, elle a eu lieu, c'est la thèse des économistes numériques comme Nicolas Collin, quand les entrepreneurs se sont saisis de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le Web 2.0 à partir des années 2005, 2006, 2007, quand on a fait de la facilité d'utilisation vraiment le moteur du numérique. Et ma conviction, c'est qu'on arrivera à ça à un moment donné avec les cryptos, mais qu'on est encore assez tôt
là-dedans, c'est encore des expérimentations, les crypto-monnaies, et on ne peut pas aller plus vite que la musique, et pour l'instant, on est encore pas mal sur des choses assez technologiques. J'avance vite, mais deux critiques qu'on entend, c'est que ça servirait à rien, pas à grand-chose. Alors là, Jacques en parlera mieux que moi sur l'aspect monétaire. Sur l'aspect tout simplement, quelque chose de tout simple, on entend parfois, oui, mais c'est censé changer le monde et on peut toujours pas payer son café avec. Effectivement, on peut pas payer son café, pas vraiment encore, mais c'est peut-être pas fait pour ça en fait. C'est peut-être la conviction, c'est que justement c'est pour de nouveaux usages que ça va se développer dans une nouvelle économie numérique. Tout comme en 95, vous ne pouvez pas prédire que 15 ans plus tard, ou des années plus tard, ce soit Uber, Blablacar, Airbnb, les champions du numérique. C'était pas forcément imaginable en 94. Voilà, il y a un certain nombre de critiques, mais ce que je trouve toujours intéressant à rappeler, c'est voir les prédictions qui sont faites par un certain nombre d'experts, d'économistes en tout genre, et de voir qu'il faut prendre les choses avec quand même pas mal d'humilité. Je cite par exemple souvent Krugman, qui est en 98, Paul Krugman, un économiste américain assez réputé, qui en 98 dit Internet, ça va faire que décroître. Bon, pour une raison toute bête, c'est qu'en fait les gens, ils ont pas tant de choses que ça à se dire. C'était ça son argument. 10 ans plus tard, il avait le prix Nobel d'économie, mais bon, pas pour ces raisons-là. Voilà, c'est humoristique, mais pas que en fait. C'est-à-dire que, pour finir, il disait ça en 98 dans un article qui s'appelait « Pourquoi la plupart des prédictions des économistes sont fausses ». Voilà, donc il y a un certain nombre de prédictions qui sont faites. Pascal Nègre d'Universal Music qui en 2001 disait Internet ça marchera jamais, ça sert à rien de s'y préoccuper. Voilà, un certain nombre de prédictions qui disent pas, qui prouvent en rien que les crypto-monnaies vont réussir, et d'ailleurs peut-être qu'elles ne réussiront pas, on ne sait pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire réussir pour les crypto-monnaies, mais en tout cas, parmi tous ceux qui peuvent les enterrer un peu vite, je pense que ce serait une grosse erreur d'appréciation. Je vais revenir sur deux points très intéressants sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Aujourd'hui, ce qui sert à blanchir de l'argent ou financer le terrorisme, c'est le cash. Et c'est pas la crypto-monnaie. Pas se tromper, de rappeler les chiffres, Europol, entre 3 et 6%. Donc aujourd'hui, le problème, en réalité, il est surestimé, surévalué pour discréditer en fait le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Donc ça, je pense que c'est encore vraiment important. Aujourd'hui, ce n'est pas une menace. Il y a une question sous-jacente dans les critiques que vous évoquiez. En fait, ce que les banquiers centraux, parce que la mission a été confiée à Jean-Pierre Landau, ça n'aura échappé à personne qu'il est ancien sous-gouverneur à la Banque de France. Donc on a confié une mission sur les crypto-monnaies à un banquier central. Donc la première question, la critique que font les banquiers centraux aujourd'hui au Bitcoin, c'est de prétendre être une monnaie et d'avoir les fonctionnalités. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont des monnaies? Alors, sans les choses qu'on aura tous les échanges, en réalité, quand on regarde aujourd'hui le spectre, on a la monnaie matérielle, les billets, les pièces que nous avons tous dans nos poches, c'est 10% de la monnaie en circulation. Il y a la monnaie électronique, ce qu'on a sur un téléphone, qui représente à peu près 86%. Il y a les crypto-monnaies, qui sont des monnaies virtuelles, qui sont le prolongement, le continuum de la monnaie électronique, qui ne passent pas par une banque, qui ne passent pas par des intermédiaires, qui s'échangent en espace ouvert, la blockchain, la logiciel distribué, et la transmission de valeur que tu évoquais. Et ces crypto-monnaies, quand on regarde les trois fonctionnalités aujourd'hui, définies par Aristote, moyen d'échange, valeur refuge, unité de compte, les crypto-monnaies les remplissent imparfaitement, mais c'est normal, puisque le marché aujourd'hui n'est pas mature. Le nombre de transactions en Bitcoin, quand on met l'échange comparé à une autre transaction en Visa ou en Mastercard, évidemment, il est moindre. Mais la frontière technologique va se déplacer, on va passer à l'échelle, donc les choses vont changer. Pour la valeur refuge, on a écrit en juillet qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies n'est pas une valeur refuge, n'est pas leur rôle de réserve de valeur. Manque de chance, en août, la lire turque s'effondre et on constate quoi? Que les gens détiennent plus de la lire turque mais détiennent du Bitcoin. Donc, ils ont eu peur, il y a eu une fuite vers le Bitcoin. C'est assez intéressant. Trop tôt pour en tirer les conclusions. L'idée de compte, il n'y a pas, sauf erreur de la part, de contrats qui sont libellés aujourd'hui en Bitcoin. Les ICO, mais dans l'économie, entre guillemets... il y a quelques salaires qui sont versés en Bitcoin. Dans certains pays où ça peut être fait. Voilà. Voilà. Et je fais référence à un rapport de la BRI, la Banque des règlements internationaux, le banquier central des banquiers centraux,
qui a, dans son dernier rapport de juin, a parlé des cryptocurrencies, des crypto-monnaies, provoquant l'ire de beaucoup de banquiers centraux en Europe et ailleurs. Donc ce sont des monnaies nouvelles qui doivent passer à l'échelle, qui doivent encore faire leur preuve, mais il ne faut pas conclure du fait qu'elles ne remplissent pas les fonctions traditionnelles d'une monnaie, qu'elles ne sont pas des monnaies. Et voilà, je pense que c'est important de le dire sous le contrôle de Merci Alban. Moi je voudrais revenir sur ces points. Les critiques, c'est de dire tout ce que ça ne fait pas et tout ce que ça fait mal. Alors ce que ça ne fait pas, il y a des choses que ça ne fait pas, mais l'euro aussi, mais matériellement impossible d'envoyer un euro comme ça au bout de la pièce. Alors pratiquement je peux le faire là maintenant avec un Bitcoin. Donc regardez ce que ça ne fait pas, c'est prendre les choses de façon négative. Regardez ce que ça fait de mal. Oui, effectivement, il y a eu quelques affaires sordides en Bitcoin. Elles sont de l'ordre de 4%, c'est les chiffres que donnent nos amis gendarmes. Je constate d'ailleurs qu'en général, on s'entend beaucoup mieux quand on parle avec la gendarmerie que quand on parle avec la Banque centrale. C'est étonnant. Et puis, il y a ce que ça doit permettre de faire. Et il faut comprendre une chose, Bitcoin n'est pas un instrument fait pour frauder dans le monde ancien et actuel. Bitcoin est un instrument fait pour inventer des choses révolutionnaires dans le monde qui vient. Alors, il y a des gens qui sont incapables de le penser, le monde qui vient. D'ailleurs, on est probablement tous incapables de le penser. Et moi, a raison, en 95-16, personne n'aurait imaginé Facebook et des choses comme ça. Mais on voit bien que la raison d'avoir, on y reviendra tout à l'heure, pourquoi avoir des bitcoins? Pour participer à cette aventure. Justement, Alban, voilà, dans le rapport Landau, vous proposez de digitaliser alors une partie de la billetterie des JO en 2024. Et voilà, on parle de ça parce que c'est un sujet assez grand public, et donc je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde. Est-ce que déjà vous pouvez nous en dire plus, et quel serait le rapport avec les crypto-monnaies? Je ne comprends pas trop. Moi, on est parti d'un constat, puisque quand on m'a demandé d'assister Jean-Pierre Landau dans la mission sur les crypto-monnaies, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allé voir les administrations pour voir ce qu'elles avaient à dire sur la crypto-monnaie et la blockchain, puisque les deux sont liés. L'innovation monétaire, l'innovation technologique, comme l'a rappelé Clément. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'acculturation des administrations. Je vais donner un exemple, à l'ENA, j'étais encore l'année dernière, la blockchain, c'était un dossier de 5 pages, on passait 10 minutes devant un jury et on révolutionnait le monde avec des grandes formules administratives. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose une dissonance, quelque chose qui ne va pas. Et donc aujourd'hui, l'État, puissance publique, comment fait-on pour que demain nos administrations puissent s'emparer de la blockchain et des crypto-monnaies, si ce n'est en l'incubant elles-mêmes, un peu comme un virus, un cas d'un vaccin. Mais sauf que là, l'idée, c'est pas de se protéger, c'est au contraire d'accompagner et d'aller plus loin. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, moi, fonctionnaire, quand j'ai découvert le monde des cryptos, il n'y a pas très longtemps, c'est cette communauté. Le terme est revenu plusieurs fois depuis le début de nos échanges. On n'est pas habitué à ça dans l'administration. Communauté, on connaît les citoyens, les administrés, mais les communautés, on n'en connaît pas beaucoup. Et donc, je me suis dit, il faut, si demain on veut développer une comptabilité publique sur la blockchain, ou permettre que l'accès à un service public soit tokenisé, il faut créer des communautés. Et quoi d'autre que les JO pour justement incarner cet esprit de communauté et donner de la visibilité au projet blockchain. Il faut bien commencer quelque part pour que l'État développe cette technologie, et si on veut fédérer, il faut commencer sur des projets qui soient porteurs de cet esprit de communauté, qui soient porteurs aussi auprès des administrations, pour mettre en mouvement toute une machine administrative, et Dieu seul sait que c'est lourd de mettre parfois l'administration en marche. Et donc on s'est dit, il faut fédérer. Donc en proposant de blockchainiser la billetterie 2024, c'était de prendre cet objectif in fine pour dire fédérons les énergies et développons un projet blockchain il y aura un effet d'apprentissage, il y aura des externalités positives pour l'administration, et demain on sera en mesure de prendre ce projet-là pour développer, pour essaimer dans l'administration, pour que les douanes demain aient leur propre blockchain. Quand j'ai rencontré eux, ils me disent on n'arrive pas à aller sur la blockchain, on n'a pas les bons outils. Donc aujourd'hui, on ne saurait même pas dire s'il y a de la lutte anti-blanchiment ou de faire du terrorisme, parce que de toute façon, on n'a pas les outils. Il faudrait qu'on développe notre propre blockchain. Donc il faut en tout cas qu'on puisse avoir les outils pour aller sur cette blockchain-là. Donc l'idée, c'est de fédérer sur un projet porteur, éthiquement, politiquement, etc., pour que demain, il y ait des apprentissages, d'acculturation, des externalités au sein de l'administration, et on pourra développer des blockchains publiques
pour demain, on ne sait pas développer le système d'information dans l'État. Les échecs louvois, etc. Et donc demain, la blockchain permettra à l'État de développer plus facilement des applications, de nouvelles applications, dont on ne sait pas encore toutes les potentialités, comme ça a été rappelé par Jacques et Marc Clément. Et donc c'est important pour nous d'incuber, au moins qu'on comprenne l'objet qu'on entend réguler, avant de sortir de la norme, qu'on comprenne au moins l'objet technologique qui est sous nos yeux. Je pense que c'est important. D'où l'idée de cette proposition, qui a un aspect marketing assez évident, que je ne vais pas nier, mais l'idée c'est de fédérer, et c'est quand même important pour nous. Évident. Moi, je trouve ça très positif que l'État fasse des propositions comme ça. Ce qu'il faudrait simplement pas, comme on en avait parlé tous les deux déjà, c'est que derrière une proposition comme ça, en fait, il n'y a rien de réel et d'important, d'essentiel pour aider le secteur. Que ce soit juste quelque chose, comme tu dis, de marketing, qui n'a rien derrière d'essentiel, parce qu'effectivement, l'essentiel ne se joue pas là. Par contre, là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que c'est peut-être une première pierre pour sensibiliser à l'intérieur de cette forteresse publique qui se digitalise, qui commence, pour sensibiliser justement à la blockchain et au crypto. Donc moi, c'est un peu ça l'avis que j'ai là-dessus. Donc oui, on voit un petit peu effectivement l'État, le rapport, effectivement, qu'est-ce qu'il pourrait en fait, voilà, comment il pourrait s'approprier en tout cas ce champ. Côté des banques, est-ce que, voilà, Jacques, est-ce qu'on va dire les crypto-monnaies, les banques, ça peut être compatible? Est-ce que voilà, ils peuvent faire des choses ensemble? C'est une question assez difficile et qui nécessiterait qu'il y ait de la bonne foi des deux côtés. Vous savez, quand on vend le projet Bitcoin en disant c'est un moyen de se passer des banques et des États, c'est une façon de se faire des amis. Hein. Bon. Et si on dit c'est un moyen de faire des échanges en pair à pair, on diminue un peu la température de la casserole. Vis-à-vis des banquiers, le projet Bitcoin semble en concurrence frontale. En même temps, c'est un métier dans lequel on aime bien participer aux mutations du monde. Donc les banquiers ont adhéré de façon assez spontanée et assez rapide au discours initié par une banquière célèbre, Mme Masters, disant mais oubliez Bitcoin, c'est une saleté, c'est fait pour acheter de la drogue, intéressez-vous à la blockchain. Bon, elle a dit ça un jour, Bitcoin coté $250, j'espère que ses clients n'ont pas trop suivi. Mais les banquiers se sont engouffrés dans la blockchain, ce qui est déjà, nous on n'aime pas beaucoup parler de la blockchain, parce que c'est comme la bouteille, c'est comme le vin à l'intérieur, l'eau ou la bière, etc. Il faut dire quelle blockchain. Il y a autant de blockchains différentes que de monnaies, crypto-monnaies ayant une proposition de valeur réelle. Donc, la blockchain, ça veut déjà pas dire grand-chose. Et en fait, les banques se sont engouffrées là-dedans essentiellement pour faire ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, qui permettent effectivement de rentrer un peu dedans, de commencer à dégrossir les concepts, mais qui très rapidement, là je vais évidemment me faire mal voir de certains, mais ont le destin du joujou, c'est-à-dire que vous avez un train électrique, alors il vous amuse un certain temps, il finit au grenier ou à la cave, il ne vous apprendra ni à conduire un TGV, ni à gérer une gare, ni à gérer un conflit social, il ne vous apprendra pas grand-chose. Il y a un moment où il faut passer du joujou au do it for real. Et bon, quand on a des amis banquiers, on voit bien que de l'intérieur, la communication officielle, c'est de dire on a fait des choses extraordinaires, on a mis, alors je ne sais quoi d'ailleurs, leur carnet d'adresse téléphonique, le fichier des... La Banque de France est très contente, elle a fait ce qu'il y avait de mieux, je crois, dans la matière. Elle a mis sur une blockchain, avec les banquiers de la place de Paris, les renseignements concernant les émetteurs autorisés de CEPA, les gens qui ont le droit d'éviter... bon, enfin, c'est du secrétariat, c'est pas de la banque. Il se trouve que c'est du secrétariat banque, mais ils ont mis des noms, des numéros de téléphone, des numéros d'IBAN, ça n'a rien de financier. Donc il y a un moment où il faut cesser de faire joujou et rentrer dans le vif du sujet. Et là, on est à un moment où c'est toujours très difficile. Il y a des difficultés dont les pouvoirs publics commencent à être conscients, que ce soit l'administration ou le Parlement. C'est que dès que vous touchez au Bitcoin, vous risquez de ne plus avoir de compte en banque. Je l'ai dit un jour à 2 ou 3 fonctionnaires, vous êtes là, vous demandez si je dois payer des impôts à 20, à 30, à 40%, je ne peux pas. Si je vends mes bitcoins, je ne peux pas rapatrier l'argent en France. Alors, pensez à autre chose. Et les banquiers, maintenant je vais leur donner un peu raison, disent, c'est très bien, mais cet argent il vient d'où? Vu tout ce qu'on a mis sur les banquiers,
en matière de KYC, de lutte anti-blanchiment, etc. Je ne dis pas qu'ils sont toujours de très bonne foi. Quand on vous refuse un compte en banque et qu'on vous dit on a lu dans la presse que c'était dangereux, on se dit pourrait mieux faire. J'ai le mail, hein, j'ai conservé les preuves. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'ils sont aujourd'hui dans un univers où, pour tout un tas de raisons, en interne, la compliance, etc., la peur du grand voisin transatlantique qui saisirait n'importe quelle occasion pour leur faire du mal, fait qu'ils sont extrêmement prudents. De sorte que cette prudence est quelque chose de létal. J'ai entendu le sous-gouverneur Landau en parler en disant que le KYC et la compliance tuaient l'interbancarité et le correspondant banking. Donc je crois que tout le monde est conscient de ce problème-là, qui est que pour le moment, à part faire joujou, les banques ne font pas grand-chose. Et que les diatribes de la Banque de France, par exemple, contribuent à crisper les choses, parce que quand vous lisez dans la revue Banque, dans votre revue interne, que la Banque de France estime que c'est tous des criminels qui touchent à ça, et que vous avez un entrepreneur qui dit qu'il faudrait toucher à ça, non, c'est tout. Donc c'est extrêmement difficile. Elles auraient tout intérêt à s'approprier le sujet, pour une raison simple, c'est que 90% des gens qui souhaitent avoir du Bitcoin ne souhaitent pas le gérer eux-mêmes, voudraient avoir un compte en Bitcoin. Quand on leur dit que vous n'allez pas avoir un compte en Bitcoin, alors ils ouvrent des comptes sur des plateformes, ils les choisissent mal, il se passe des choses qui peuvent être catastrophiques. Finalement, les banquiers ont une certaine expérience de la relation client et ont une certaine expérience de la sécurité, que n'ont pas forcément toutes les plateformes. Elles auraient quelque chose à faire dans le mécanisme d'acculturation de la population à cette nouvelle forme d'économie. Pour le moment, et particulièrement en France, parce qu'il y a des pays proches de nous où c'est un peu différent, les banques sont bloquées. Il y a des pays proches de nous. En Suisse, les banques sont un peu plus ouvertes. Tout le monde va ricaner en disant « Ah, les banques suisses, on sait ». En fait, non. En Suisse, les pouvoirs politiques, locaux, cantonaux, accompagnent les entrepreneurs chez le banquier cantonal en lui disant « Tu es gentil, tu ouvres un couteau dessus ». Et ça, c'est quelque chose que les pouvoirs politiques français pourraient éviter. Pour rebondir sur ce que dit Jacques, il y a un sujet de politique publique très important sur l'accès aux comptes bancaires pour les acteurs crypto, pas uniquement ceux qui détiennent de la crypto-monnaie, mais ceux aussi qui accompagnent l'écosystème, la chaîne de valeur. C'est-à-dire que même si vous posez du hardware, du cold wallet, une clé USB cryptée sur laquelle vous stockez vos bitcoins, vous pouvez demain, alors même vous manipulez aucune crypto-monnaie, pouvoir refuser l'accès à un compte. Et là, c'est un sujet extrêmement important où il y a un dialogue de place à avoir. Et dans le cadre de la loi Pacte, croissance, activité, il y a des dispositions sur le droit au compte qui ont été ouvertes, avec, voilà, mais c'est un vrai sujet de bancarisation des acteurs, parce que c'est toute une chaîne de valeur, du marché primaire au marché secondaire en passant par les solutions hardware, qui demain pourrait partir. Et quand la réglementation, en tout cas les pouvoirs publics n'accompagnent pas, vous avez un vote qu'on appelle un vote par les pieds, ce que vous disiez Jacques, et les gens ils vont voter économiquement en Suisse. Et donc c'est un sujet extrêmement important pour localiser une chaîne de valeur, une chaîne d'innovation, une chaîne d'entrepreneuriat sur le sol français. C'est extrêmement important. La banque et les acteurs, c'est un sujet extrêmement important. Vraiment. Qui serait même, enfin, c'est même fou. En fait, quelqu'un qui veut créer aujourd'hui de l'emploi en France sur le secteur des crypto-monnaies, il est empêché. Il est empêché parce que la première étape, qui est créer un compte bancaire professionnel, lui est souvent refusée. C'est quand même aberrant. Maintenant, le sujet a été mis sur la table depuis des mois et on ose espérer que ça a l'air d'avancer, mais c'est pas encore du tout clair. Et pendant tout ce temps où en France ça bloque, eh bien à l'étranger ça avance. Et quand on se replace dans la perspective d'un nouveau web, d'une nouvelle bataille, avec des nouveaux champions qui vont émerger, eh bien chaque mois compte. C'est des écosystèmes qui se forment en Asie, aux États-Unis, mais en Europe, à Berlin aussi. C'est des nouvelles boîtes qui vont se mettre à côté des autres boîtes qui sont présentes ailleurs. Voilà, c'est des synergies qui sont. Et puis, si on perd, moi ma conviction, c'est que si on rate le début du train, c'est très compliqué de revenir. On essaie de le faire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Voilà, il y a des grands plans, des beaux rapports. Pourquoi tu me regardes? C'est bien les rapports, j'adore les rapports. Mais l'IA, c'est comme ça dur là. Enfin, on s'y met tard quoi. Peut-être que si on ne veut pas demain être dans la même posture qu'aujourd'hui face à l'IA,
faut peut-être justement préparer en amont et voir arriver les innovations de demain et se dire, voilà, là, on a encore une marge de, je sais pas, quelques mois, quelques années, où on peut encore prétendre à devenir leader. Eh bien, si on ne prend pas le train en marche maintenant, eh bien, ça sera trop tard. Et donc toute l'idée, c'est de comprendre que c'est une compétition entre des écosystèmes, des nations, au fond, parce que on se rapproche de systèmes, c'est lié à la fiscalité, à la réglementation, au discours des pouvoirs publics sur le sujet. Et quand on a des pays, même frontaliers, qui en Europe ont des fiscalités bien plus avantageuses, ben, tout simplement, les entrepreneurs, soit les entrepreneurs étrangers, ben, ils vont aller installer leur boîte là-bas, soit les entrepreneurs français, et ça arrive, hein, ces derniers mois ça arrive énormément, ils quittent le territoire pour aller créer leur boîte ailleurs. Ça, il y a une fuite des talents qui est réelle dans la crypto depuis des mois. Il y avait une première fuite en 2014, et il y en a une beaucoup plus forte en 2017 et début 2018. Et ces gens-là, pour les récupérer, bon courage, mais maintenant l'enjeu c'est surtout de ne pas faire partir les prochains. D'après ce que je vois, ça se montrait plutôt en semaine qu'en année, le temps qui nous reste. Vous avez dit que le cercle du coin, on était une centaine, on est plutôt 120, et dans un nombre croissant de pays et de fuseaux horaires, puisqu'on a des membres à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, tout le spectre. Par contre, effectivement, on a pu planter des petits drapeaux sur notre carte dans à peu près tous les pays limitrophes de la France. J'ai cité la Suisse, je ne voudrais pas que ça reste un exemple prégnant. C'est dans pratiquement tous les pays limitrophes de la France, et là, on voit les amis partir, si je veux dire. Même on peut citer Belgique, Allemagne, partout, il n'y a pas du tout que la Suisse. Petite dernière question avant de passer aux questions à la salle. Juste quelles seraient justement vos recommandations en matière de réglementation des cryptos, voilà un petit peu, à part effectivement le compte bancaire, ça on en a parlé, donc il y a des chances que ça passe dans la loi Pacte, donc voilà, si vous avez d'autres recommandations, assez rapidement s'il vous plaît. Alors, oui, c'est pas à nous de faire ni la loi ni le fisc. La loi ne peut pas tuer le Bitcoin. Par contre, le fisc peut couvrir le terrain de Napalm. Ça, c'est clair. Les sujets fiscaux sont essentiels. Moi, j'avais fait auprès de diverses autorités 3 propositions qui étaient, de dire que les paiements cash en Bitcoin, c'est-à-dire inférieurs à 1 000 euros, comme pour le cash, étaient des paiements et que donc ils n'ouvraient pas d'incidence fiscale, que si je vais dans un restaurant qui accepte le Bitcoin et que je paye 50 euros en Bitcoin, on ne me demande pas s'il m'a coûté 30, s'il m'a coûté 60. Bah, c'est le régime appliqué en Allemagne, et puisqu'après tout on pense qu'il faut parler d'une seule voix avec l'Allemagne, autant le faire à ce propos. La deuxième proposition que je faisais, et elle semble apparemment avoir solidement avancé, c'était de ne pas taxer les échanges entre les autres cryptos. C'est-à-dire si j'échange une monnaie X contre une monnaie Y, ne taxer qu'au moment où je repasse en monnaie légale, parce que, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui font sens et qui apparemment sont entendues. La troisième était plus polémique, c'était de dire il y a une façon simple d'en sortir, c'est d'ajuster le régime fiscal du Bitcoin sur le régime fiscal de l'or. C'est-à-dire une taxation dite ad valorem, vous n'êtes pas taxé sur votre plus-value, mais sur le montant de ce que vous cédez. Et comme l'or, on ne vous demande pas d'où il vient. Quand quelqu'un cède un lingot, on sait très bien que son lingot, il a fait 3 successions sous la table, qu'il a été acheté avant le débasement de Nixon, et que donc, en gros, le montant des impôts non payés sur ce lingot est de l'ordre de 120% du lingot. On le lave à 12% pour tout un tas de raisons pratiques. Et donc, je dis, on pourrait au moins temporairement, pour une période par exemple qui pourrait être de 2 ans, créer un tunnel de dégrisement disant aux gens, amenez vos bitcoins, payez-en une partie et récupérez-le soit en cash, avec un circuit qui fera que la banque, un circuit par exemple, ça pourrait être par la Caisse des dépôts, qui ensuite rebalancerait l'argent dans votre banque commerciale pour être sûr que vous récupériez cet argent, et ou récupérez-le en bitcoin haché, là c'est technique, c'est-à-dire avec une inscription sur vos bitcoins disant qu'ils sont en règle avec le Trésor public et avec les autorités françaises. Donc là, il y a une réflexion à avoir au niveau fiscal. Au niveau réglementaire, la loi, je suis en général un peu sceptique, parce que si l'un d'entre vous n'est pas convaincu par mes arguments et qu'à la sortie vous lui donne un coup de couteau, il ne va pas finir dans une cour d'assises pour coup de couteau. Il n'y a pas de cour d'assises pour les couteaux et d'autres pour les revolvers.
Donc si je commets des crapuleries en bitcoin ou en dollars, ou etc., il y a des lois qui nous voient dans vous. Donc je suis toujours un peu réticent devant l'idée de réguler le bitcoin. Par contre, on peut attendre des pouvoirs publics qui nous aident. Aujourd'hui, si un restaurant accepte bitcoin en paiement, son comptable lui dit je le mets où? Normalement, on va le mettre à côté des euros, comme on mettrait des dollars ou des yens. Dans la pratique, on va lui dire non, c'est un actif immatériel, c'est comme si tu avais acheté un fichier MP3. Bon, d'abord, c'est pas pratique, et ensuite, la doctrine n'est pas fixée. Quand on demande aux politiques, ils disent on attend la doctrine des comptables, ils attendent je ne sais quoi. Donc là, il y aurait peut-être moins de la régulation que de la clarté. Donc simplicité fiscale et clarté pour nous aider à avancer. C'est plus ce que j'attends. Moi, je dirais qu'il y a 3 objectifs qui doivent conduire les pouvoirs publics. Le premier, c'est faire émerger des talents sur le sujet, donc en France. Donc ça passe par des cursus dans les écoles d'ingénieurs. Nous, dans notre boîte, on est 18, mais on cherche à recruter un nouveau développeur blockchain et en galère, tout simplement, parce qu'il y a une pénurie de talents. Donc c'est très concret, mais oui, en plus c'est pas. La deuxième, justement, recommandation, objectif, c'est de retenir les talents. Donc là, il y a un certain nombre de mesures fiscales en particulier. Et la troisième, ce serait également d'attirer les talents. Si on prétend véritablement, comme le dit notre ministre de l'économie, vouloir devenir leader dans l'innovation de rupture, il faut simplement mettre les moyens. D'ailleurs, c'est pas forcément des moyens financiers, parce que aujourd'hui, pour devenir leader dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, c'est très compliqué, il faut mettre des milliards parce qu'on arrive très tard. Et comme justement maintenant on est en amont, de façon on est au début de cette nouvelle vague des cryptos, il n'y a pas besoin de mettre des milliards. C'est pas du tout ça les montants. Et donc clarté, que ce soit plus facile pour les entrepreneurs, et ensuite pour les 3 objectifs de faire émerger les talents, les retenir et attirer les talents étrangers. Il y a un certain nombre de mesures techniques qui sont sur notre site internet blockchainpartner.fr, qui sont un peu partout d'ailleurs, l'écosystème nous présente souvent les mêmes, et on rejoint toujours l'accès au compte bancaire, la fiscalité, et puis j'insiste sur le côté former des gens sur le territoire qui vont être spécialistes de ces sujets, d'ailleurs pas seulement techniques, mais on a besoin de toutes les disciplines. Ça touche à tellement de disciplines qu'on a besoin de toutes les compétences. Très brièvement, parce que moi je ne demande rien du coup, et mon devoir de réserve m'interdira de me prononcer sur le contenu des mesures évoquées. Et je voudrais juste rappeler la position qui était celle de Jean-Pierre Monod dans son rapport et à laquelle je souscrivais pleinement. Il faut résister à la tentation française de vouloir réguler, catégoriser, définir, classifier. Et accepter de vivre pendant un certain temps avec une certaine forme d'ambiguïté sur la nature réelle des crypto-monnaies en particulier. Et notre principale proposition dans le rapport Landau, c'est de dire ne régulons pas. Pourquoi? Il y a un triple danger. Premier, c'est de se tromper sur la nature réelle de ce qu'est cette innovation technologique et monétaire. On peut se tromper. Rapport Terry, 97, on s'est trompé, on s'est planté, bon, voilà. Donc, voilà. Deuxième risque, c'est de ne pas être technologiquement neutre, c'est-à-dire de privilégier, en faisant des catégories, des classifications, d'orienter vers une technologie plutôt qu'une autre. Voilà, ce qu'on a été dit, il y a plusieurs types de technologies, donc d'orienter et de se tromper. Pourquoi l'État serait omniscient et saurait mieux que les acteurs qui innovent l'entreprise? Et le dernier risque, enfin, c'est l'évasion réglementaire, c'est-à-dire vouloir trop réguler, de partir à l'extérieur. Donc ne régulons pas pour éviter ce triple danger, mais à l'inverse, c'est de la position, et je finirai sur ça du rapport Landau, c'est de la clarté fiscale, de la clarté comptable et de la clarté prudentielle. Trois domaines d'activité dans lesquels il faut donner de la clarté, et je pense que les annonces qui ont été faites et qui seront faites prochainement iront dans ce sens-là. Merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure des questions dans la salle. Oui. Je n'ai pas besoin de micro. Hein. J'ai plein de questions sur la blockchain et sur le... C'est bon comme ça? Oui. J'ai plein de questions sur la blockchain et sur le Bitcoin, bien sûr.
J'ai surtout un gros problème, je m'intéresse beaucoup au climat. Il y a un site sur internet qui donne la consommation de CO2, en fait, les émissions de CO2 en particulier par rapport au Bitcoin. En février 2017, la consommation énergétique globale au niveau des bitcoins a été à 10 Tera d'énergie. On est aujourd'hui à 75 Tera d'énergie. C'est la consommation électrique de l'Autriche. Une transaction en bitcoin, elle consomme à ce jour 432 kg de CO2. Ça représente 3000 km en voiture, en émission de CO2. Une seule transaction. Il y en a je crois 300 000 par jour. Alors, ça me pose quand même problème, le Bitcoin, par rapport à ça, et on évalue que ça pourrait devenir le premier émetteur de CO2 par l'énergie mondiale. Alors, comment on fait, là? Je vais répondre. C'est une vraie bonne question qui concerne la communauté. La plupart des Bitcoiners sont conscients des enjeux environnementaux. Généralement, elle est mal posée. Je veux dire, d'abord, les chiffres ne sont pas faciles à établir. Ils sont très précis. Non, mais il existe plusieurs moyens. Il existe 3 moyens recensés. Et votre source, qui est certainement le site Digiconomist, de monsieur Alex De Vries, qui est consultant pour une banque centrale, qui en passant, et qui ne semble pas préoccupé de calculer l'empreinte carbone des banques centrales et des banques classiques. Mais même lui, il sait bien qu'il y a plusieurs moyens, 2 ou 3, d'approximer la consommation électrique, parce que CO2, après, ça rajoute une couche d'hypothèse. Dans tous les moyens, je ne vais pas rentrer techniquement, mais on part soit du revenu des mineurs, soit de l'efficience des machines et du nombre de hash qui sont, de milliards de hash qui sont produits à la minute. Dans toutes les façons de faire le calcul, vous avez des endroits où il faut placer des hypothèses. Alors on les met basses, on les met hautes, on se chipote sur les postulats, sur les hypothèses, etc. Je constate que les chiffres qui sont médiatisés sont toujours hyperboliques. En 2014, on disait que c'est la consommation électrique de l'Irlande. Bon, aujourd'hui, on est probablement, alors que Bitcoin est infiniment plus fort, plus consommateur, etc., on est probablement à 20% du chiffre qu'on annonçait pour 2014. Donc, ces chiffres sont dramatisés, premièrement. Deuxièmement, ils sont transcrits, alors on parle de la puissance de la consommation, après on en arrive au CO2 en disant c'est les mineurs chinois, donc c'est 2 tiers de charbon. C'est d'ailleurs pas évident qu'ils soient tous autant chinois qu'on le pense, qu'ils soient tous autant charbon. C'est assez difficile. Il faut ensuite contextualiser. Contextualiser, ça veut dire quoi? Regardez énormément de choses dont on ne parle jamais. La Banque de France semble très préoccupée du bilan énergétique du Bitcoin. Elle ne nous a jamais entretenu du bilan énergétique de la nourriture surgelée, qui est une véritable catastrophe du début jusqu'à la fin, de la climatisation, qui alors là, qui est censée encore doubler, multiplier par 2 dans les 10 ans, des choses exceptionnelles et épouvantables. La France vient de lancer un bateau en grand outil avec tous les encouragements des autorités. Ce bateau va émettre autant de CO2 que 55 millions d'automobiles, à lui tout seul. Donc on ne peut pas faire payer au Bitcoin les péchés de tout un système. Ça n'empêche pas qu'il y ait un problème. Ça n'empêche pas qu'il y ait un problème, c'est vrai. Quand même. Après, la vérité, c'est que la sécurisation du réseau Bitcoin se fait par preuve de travail, et que pour le moment, les principales propositions alternatives, en particulier de la part d'Ethereum par exemple, qui dit mais on propose une autre preuve, la preuve d'enjeu, proof of stake, et on va la mettre incessamment sous peu. Ça fait quand même 2 ans que c'est incessamment sous peu. Et qu'on ne trouve rien dessus. Après, la dernière extrapolation que vous faites, et à nouveau, j'ai commencé par dire que le problème était sérieux et que les gens réfléchissent dessus, c'est de faire le calcul en transactions. Parce qu'en réalité, s'il y avait 10 fois plus de transactions, ça ne consommerait pas davantage. Donc, premièrement, c'est un peu malhonnête, et deuxièmement, c'est se tromper sur ce qui consomme cette énergie. En fait, les transactions en elles-mêmes ne nécessiteraient pas cette consommation électrique. Ce qui nécessite la consommation électrique, c'est la sécurisation du book. C'est la sécurisation des écritures depuis leur origine en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est un vrai problème.
je sais bien qu'aucun argument ne convaincra ceux qui pensent que c'est un tort définitif. Normalement, l'extraction d'or cette année a pollué 20 fois plus que le Bitcoin. Voilà. Et il est probable que le problème sera amélioré au niveau du Bitcoin avant de l'être dans pas mal d'autres industries. Ma question n'était pas, excusez-moi, ma question n'était pas d'une attaque contre le Bitcoin, c'est une vraie inquiétude fondamentale de ma part. Tout à fait. Et c'est hyper important d'en parler parce qu'effectivement, c'est un des sujets qui est d'ailleurs les plus débattus aujourd'hui, même dans l'écosystème, dans le secteur. C'est un vrai sujet. Il y a simplement, si vous voulez creuser la violence, parce que c'est jamais facile en quelques minutes d'essayer de convaincre sur le sujet. Et entre nous, je ne suis pas convaincu que ça soit l'argument des chiffres qui soit très convaincant, parce qu'on a l'impression qu'on est quasiment climato-sceptique sur le. Moi, ce que je vous recommande simplement, il y a une vidéo de Jacques Favier de 17 minutes qui fait le tour de la question et que j'ai trouvé très convaincante. Je ne sais pas comment vous la trouvez, sur bitcoin.fr ou autre. Et ça rappelle plusieurs types d'arguments, dont un qu'on oublie parfois, mais consommation électrique ne veut pas dire empreinte environnementale très élevée. Et en fait, il y a une incitation économique pour les mineurs à à aller dans les sources d'énergie qui sont aujourd'hui produites mais pas consommées. Donc il y a un certain nombre d'arguments un peu spécifiques, mais qu'il faut aller voir pour comprendre que c'est très très différent de ce qu'on entend dans les médias. Mais excusez-moi, sur la même question. Pardon, Clément a raison de me reprendre sur le fait que le débat de chiffres n'est pas fondamental et que de toute façon il n'est pas forcément convaincant. Je crois quand même qu'il faut dire une chose, si la banquise fond, c'est pas depuis 2009. Non, c'est que quelque part, Bitcoin a une vertu écolo, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas fondée sur de la dette. Aujourd'hui, quand vous créez de la monnaie du type banque centrale, ou surtout banque commerciale, elle est émise à l'occasion d'un crédit qui vous est consenti, mettons, à 2%. Sauf que si vous empruntez 100, vous n'allez pas rendre 102. Donc, 10 ans ou 20 ans, vous aurez rendu 120 ou 130. Et les 20 ou 30, ils viennent d'un autre crédit. C'est-à-dire qu'on est dans une économie d'ensemble qui est fondée quand même quelque part sur la croissance indéfinie. D'ailleurs, c'est l'obsession de l'homme politique, la croissance indéfinie d'une économie fondée sur une monnaie qui est fondée elle-même sur la dette, et il faut toujours plus de monnaie, c'est-à-dire toujours plus de dettes pour rembourser, avec quand même quelque part derrière l'idée d'une exploitation indéfinie, croissante d'un écosystème qui ne l'est pas. Donc, quand on place le curseur, enfin le phare, sur la consommation électrique de Bitcoin, on éclaire un vrai problème, mais je demande simplement qu'on se souvienne que la proposition d'une monnaie valeur qui n'est pas fondée sur l'obligation de rembourser chaque année 2 ou 3, et quand on est dans les mécanismes financiers de procurer des return on investment de 15% par an, le système officiel, il a commencé à faire fondre la monnaie bien avant l'apparition de Bitcoin. Excusez-moi, vous êtes toujours sur regarder les autres qui font pire, mais ce n'est pas tellement ça la question. La question c'est, enfin pour moi, est-ce que ce défaut, qui est un très grave défaut, qui risque d'être un défaut rédhibitoire dans l'avenir, est-ce qu'il est constitutif de la technologie ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'il pourrait y avoir un algorithme qui soit vertueux au niveau de l'énergie, ou est-ce que c'est par définition une technologie énergivore et on ne peut pas s'en sortir? Bitcoin, par définition, est une technologie énergivore et c'est la consommation d'énergie qui permet la sécurisation. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet exactement. Et par exemple, des gens de Cardano qui ont défini un algorithme Ouroboros qui dit je veux faire au moins aussi bien que Bitcoin en termes de sécurité et qui sont en train de le prouver de façon académique avec des vrais chercheurs, des vrais scientifiques. Donc oui, il y a une possibilité de se passer, ça ne sera pas proof of stake, ça ne sera pas débilité de proof of stake et toutes ces choses. Il y a une possibilité à court terme de remplacer de façon consensuelle proof of work. L'une des beautés, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand on parlait des autres monnaies, j'ai dit qu'il y en a quelques dizaines qui sont intéressantes. L'une des beautés de ces autres monnaies, c'est qu'elles sont des laboratoires où, ma foi, si on fait sauter le labo, les risques sont limités. Il est clair qu'une implémentation, une modification, un fork de Bitcoin, compte tenu de la taille de la communauté et de la valeur des Bitcoins, c'est un gros sujet.
Donc la communauté Bitcoin est en général passionnée par tout ce qui se fait autour et il y a des propositions. Après, elles ne vont pas être acceptées comme ça. D'un autre côté, quand monsieur vous dit que c'est un risque létal, la communauté Bitcoin n'a aucune intention de faire courir à son propre projet un risque létal. Si ça nous emmène dans le mur, j'ai un peu envie de dire qu'on est parmi les premiers concernés. C'est dit, vous voulez poser une question pour passer à autre chose. Bitcoin il commence à être un petit peu acceptable, entre autres parce qu'il y a de la transparence, il y a des analyses d'échelle qui permettent de retrouver finalement les gentils, les méchants, etc. Mais dans le long terme, il y a un certain nombre d'innovations qui arrivent, comme Bulletproof, Mast, Shared Signatures, Taproot, qui vont complètement changer la donne, qui vont rendre plus de fongibilité, plus de confidentialité et donc beaucoup moins de transparence. Est-ce que, et ça c'est court terme, hein, c'est un an, est-ce que Bitcoin sera encore aussi acceptable? C'est une très bonne question. Si on avait la réponse, ce serait pas drôle. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est justement, on vit semaine après semaine ces évolutions. Et la question de la fongibilité, elle est essentielle justement. Parce que si ça devient. Si Bitcoin, qui est aujourd'hui pseudonyme, gagne en anonymat, avec des méthodes comme vous citez, eh bien, la fongibilité de Bitcoin pourra être renforcée. Mais dans quel sens ça va être. C'est pour ça qu'il y a plusieurs crypto-monnaies. Il y a Zcash qui est, on va faire plus dans le côté privacy, anonymat, qui pourrait installer ce qu'on appelle le Lightning Network pour accélérer tout ce qui est vitesse des transactions. Et là-dessus, la question, enfin une des questions qui me semble importante, c'est est-ce que c'est Bitcoin où il y a déjà Lightning qui va renforcer son anonymat, ou est-ce que Zcash, où il y a déjà l'anonymat, qui va renforcer la performance. Sur la question de la fongibilité, si ça devient plus anonyme, oui, moi je me pose la question effectivement de si tous les derniers mois, où ça a gagné en crédibilité auprès de beaucoup d'acteurs institutionnels, est-ce qu'il n'y aura pas un retour de l'or? Oui, c'est une question ouverte. Il y a deux questions, parce que cette fongibilité en soi elle est plutôt désirable pour une monnaie. Si vous prenez les billets que vous avez dans votre portefeuille, il y en a probablement un ou deux qui a des traces de cocaïne, mais vous ne le savez pas, vous ne savez pas lequel de vos commerçants ou de vos amis vous l'a refilé, et a priori tout se passe bien. Bon, si ils sentent tous très fort la cocaïne et que vous êtes serré par les policiers, on aura des explications et on aura raison. Dans le cadre d'un portefeuille Bitcoin, effectivement, si je peux, avec un logiciel, dire qu'à N-1, -2, -3, le jour où les banques accepteront les autorités le Bitcoin, où sera le curseur? Est-ce qu'on dira, bon, écoutez, 1% de Bitcoin à N-3, c'est la vie, 30% de Bitcoin à N-1, vous avez des mauvaises fréquentations? En tout cas, il y aura un marché, il y a déjà, pour être honnête, il y a déjà un marché des Bitcoins fraîchement minés. De même que vous avez aussi un marché pour les sacs de billets propres avec des séries ne formant pas de numérotation continue. Hein. Une monnaie a besoin d'être fongible. Et dans Bitcoin, ce qui assure la fongibilité, c'est le caractère pseudonyme. Alors on dit toujours Bitcoin est pseudonyme, il n'est pas anonyme. Moi, je ne sais pas si le créateur avait pu le faire anonyme, il l'aurait probablement fait anonyme. Après, il y a un débat de fond sur l'anonymat. Effectivement, ça peut déplaire aux autorités. Ça, c'est leur problème. Mais un certain nombre de personnes peuvent dire, mais moi, l'anonymat, c'est une valeur. Je veux me servir d'une messagerie cryptée, je veux... Vous savez, aujourd'hui, si on inventait l'enveloppe timbrée, on dirait, non, tu plaisantes. On peut voir ce que tu écris. Et puis, autre chose, si l'anonymat, si le secret est quelque chose aussi monstrueux, pourquoi mettons des isoloirs pour aller voter? Donc, il y a un débat qui dépasse le simple fait de... Il y a toujours un côté d'imputation, du mec, je vous regarde, est-ce que vous n'êtes pas un criminel par hasard? Pardon, monsieur, voilà. Mais il y a une valeur dans... Alors, moi, je dis souvent, les crapules ont des secrets, les gens honnêtes ont envie de vivre de façon discrète. On respecte leur pudeur. Après tout, on a le droit de prendre des photos de vous chez vous, etc., etc. Vous avez droit à une intimité. Il y a un jugement politique, alors. Une note peut-être un peu plus mesurée. Vous soulevez une vraie question sur le curseur entre le pseudonymat et le basculement vers l'anonymat. Le cash et l'anonymat par excellence aujourd'hui.
voilà, un peu régulés, des plafonds, etc. Les ravisseurs de l'enfant Peugeot, ils ont été chopés dans les années 60 parce qu'ils avaient oublié qu'il y avait des numéros sur les billets. Voilà. Donc, là, le point que vous soulevez, c'est la question un peu du chat et de la souris. C'est-à-dire que l'État à puissance publique, il faut réussir à suivre le rythme du développement technologique pour continuer à suivre et ne pas être en décalage. Et quand la question à minima sous l'effet du développement technologique va se poser de manière très prégnante, il est peut-être fort à parier que le discours un peu pessimiste que les critiques qu'on a battu en brèche apporté de manière très objective, peut-être prennent le pas. Donc il y a aussi un enjeu pour le développement de la filière à la chaîne de valeur, justement à ce qu'on puisse, en tout cas que les services d'investigation, qui sont les doigts, etc., puissent toujours continuer à suivre et avoir un niveau de développement technologique en adéquation avec ce qui se fait sur ces blockchains-là pour pouvoir garantir que, entre guillemets, un niveau de sécurité publique sur la sphère crypto. Voilà, je pense que c'est un enjeu quand même pour la puissance publique et je ne pense pas me tromper en disant ça. il y a les gendarmes ont des docteurs en informatique, donc ils sont au courant de tout ça. Oui, j'ai observé en fait une difficulté à distinguer en fait entre des innovations technologiques qui sont indéniables et super intéressantes et une expérimentation particulière avec des règles du jeu particulières, des règles d'émission particulières qui est le Bitcoin. Et le problème il est là, c'est que en fait je pense vraiment que le Bitcoin n'a aucun avenir parce qu'il n'a pas été conçu pour être stable. Or, une monnaie, pour fonctionner, elle doit être stable. Ça, c'est une règle absolue dans toute l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Et ça n'a vraiment pas été conçu pour ça. Et on peut s'interroger même à l'origine de la chose s'il n'y a pas une volonté, une forme d'escroquerie. Parce que quand on crée 21 millions de bitcoins, on sait très bien ce que ça va produire, et qu'on fait croire à tout le monde que ça va être la monnaie mondiale de demain, alternative, etc. Enfin, si j'avais été le concepteur, moi je pense que j'aurais eu ça en tête, de me faire plein de fric. Donc on peut vraiment se poser la question. En tout cas, j'ai écrit un article justement là-dessus. Vous l'avez déjà posé, oui, vous l'avez déjà posé par écrit, la question de savoir si c'était une escroquerie. Exactement. Voilà. L'article s'appelle « Et si le Bitcoin n'était qu'une gigantesque escroquerie ?» Je vous invite à le lire. Jean-Pierre Landau, qui est rapporteur, qui était un des anciens profs à Sciences Po, l'a lu. Et il m'a envoyé un petit message en me disant que l'article était très intéressant et super bien fait. Donc je vous invite vraiment à le lire. Il y a un discours constant qui est d'essayer de séparer en disant j'ai déjà évoqué ce discours, il traîne depuis 2015 au moins, qui veut dire cette monnaie n'a pas d'intérêt, ce qui compte c'est la blockchain. Et on entend souvent non mais parlez-nous de la technologie qui est derrière, pas du jeton monétaire. Le problème c'est que c'est un peu comme si vous disiez non mais moi je veux faire une boulangerie, ce qui m'intéresse c'est le pain, c'est pas l'argent. Bon, tout système a besoin d'un petit peu d'oseille pour fonctionner. Donc, cette monnaie n'est pas forcément faite, vous dites, elle est limitée, elle est comme ci, elle est comme ça. Elle n'est pas forcément faite pour, comme je le disais tout à l'heure, commettre des escroqueries dans la vie réelle, ni même entrer en compétition brutale avec des monnaies comme le dollar ou l'euro. Je crois que il y a des gens qui le pensent dans la communauté, mais ils sont assez peu nombreux. La plupart considèrent que c'est une monnaie qui vise un certain nombre d'usages, qui va développer ces usages et qu'elle peut coexister avec les monnaies légales parce que nous avons aujourd'hui plusieurs vies. Nous avons une vie sur le plancher des vaches et une vie dans le cyberespace et que nous pouvons avoir plusieurs façons d'entrer en transaction les uns avec les autres. Mais cette idée qui est de dire la technologie derrière est géniale, par contre le jeton n'a aucun intérêt, la technologie en question, c'est tenté qu'on puisse parler comme ça, ce qui est très inapproprié, c'est un protocole transactionnel. HTTP, c'est un protocole pour raconter votre vie sur votre mur. SMTP, c'est un protocole pour envoyer un email. Et bien Bitcoin, c'est un protocole pour transférer des bitcoins. C'est profondément une technologie transactionnelle. Attendez-moi, j'ai une question. Il y a des questions ici. Alors, je suis désolée, il y a des grands signes qu'on a le droit à... On a le droit à une ou deux, je suis désolée. Alors, juste des questions très courtes, s'il vous plaît.
Ouais, je pense qu'il y a un petit peu dans ce que vous dites. Non, mais on l'a demandé depuis une demi-heure. Je suis désolée, mais là, tout le monde est très enthousiaste. Mais oui. Enfin, je sais pas, la moindre des choses, c'est quand même faire attention à qui lève la main et lui donner la parole. Oui, Parce que je sais bien. aussi, parce qu'on n'entend même pas ce que les gens disent. Alors ça, je vais essayer. Donc, bonsoir, j'aimerais que vous nous donniez quelques perspectives par rapport au Fonds monétaire international sur cette question et par rapport à l'interdiction par la Chine et l'Inde. C'est peut-être achevé, monsieur. Non, sur le FMI, je les ai rencontrés dans le cadre de la mission Lando au mois de mai. Le FMI s'intéresse sous un angle macroéconomique à la question des crypto-monnaies, sous l'angle de risque de stabilité financière au sens large. Et les principales conclusions du FMI aujourd'hui, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est que la détention, l'échange de crypto-monnaies ne pose pas de risque pour la stabilité financière globale. Après, en lien avec le FMI, il y a des crypto-monnaies qui sont adossées sur la monnaie DTS, des droits de tirage spéciaux du FMI. Et c'est des petites crypto-monnaies qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ne prospèrent pas tellement. J'ai pas de l'actualiser. Voilà. Mais sur le FMI, voilà, les éléments de réponse que je pouvais vous apporter. Affaire à suivre, entre guillemets, sur l'angle des cryptos et de ce DTS. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, c'était cool la conf. Ce que je voulais dire, par contre, moi, il y a un truc problème qui me gêne, c'est qu'on a parlé que des crypto-monnaies sur l'aspect financier, on en oublie des fois l'ontologie des crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies ont émergé et quels sont les effets anthropologiques recherchés par le fondateur des crypto-monnaies. Mais je vais quand même poser une question un peu plus large. On parle toujours Bitcoin, on parle ci, on parle ça, mais au final, les crypto-monnaies dans le monde de l'entreprise, ça va servir à quoi? Je parle sur le plan marketing. Ça peut repenser les parcours clients de demain. Sur le plan de contrôle de gestion, on peut optimiser les stocks. Grâce aux crypto-monnaies, je fais une allusion, Burger King a inventé le Whopper aussi. On en oublie de parler de ça, la conf a beaucoup traité de l'aspect trading. Parce que pour moi, à mon avis, c'est l'être humain qui sera réapproprié les crypto-monnaies. À mon avis, les crypto-monnaies avaient des vocations bien plus sociales à la base. Mais encore une fois, l'être humain s'est dit, bah tiens, c'est encore l'argent qui a repris le pouvoir, la puissance du lucre, en fait, encore une nouvelle fois. On en oublie qu'en fait, les fondateurs des crypto-monnaies, c'est des gens qui avaient des vocations bien plus sociales que des vocations profiteurs pour moi. Donc ma question est plutôt sur les entreprises et quel avenir pour les crypto-monnaies au niveau des entreprises. On va juste prendre la dernière question. Ouais, donc vous nous avez dit que c'était une solution, la blockchain était une solution qui cherchait son problème. Alors moi je suis mathématicien, j'ai étudié la blockchain vraiment d'un point de vue technologique. Et pour moi, cette blockchain, c'est un protocole qui permet d'arriver à un consensus de manière décentralisée et dans un contexte adversarial. C'est-à-dire avec des gens qui peuvent vouloir tricher. Question. Le Bitcoin, donc, c'est une proof of concept, c'est un terme que vous avez utilisé. C'est la première blockchain qui est proposée, et en tant que première blockchain qui est proposée, le consensus sur lequel porte cette blockchain, c'est l'état d'une base de données. C'est très simple, et effectivement, les gens, quand ils ont pris cette technologie, ils se sont dit, bon, bah, on a une base de données, on a des trucs, on va se dire que ça a de la valeur. Vous avez assez rapidement démis l'exemple de la Banque de France. Ils essayent de mettre d'autres data que de l'argent dans cette blockchain, et vous avez décidé que c'était uniquement orphelin. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que réduire la blockchain à des crypto-monnaies, truc, effectivement, vu qu'on a quelque chose de sécurisé, c'est sécurisé, on peut lui donner de la valeur. C'est vraiment une idée très straightforward. Non, mais je crois que c'est un peu ça la question. C'est est-ce que la blockchain, c'est juste de la crypto-monnaie, ou est-ce que c'est un moyen d'arriver à autre chose? S'il vous plaît, je voudrais intervenir parce que je trouve que ça... Non, non, excusez-moi, je veux intervenir. Ce jeune homme a posé une question intéressante, concrète, précise, et on repart sur des questions théoriques qui sont, excusez-moi, un peu laborieuses pour des esprits faibles comme le mien. Donc, merci, s'il vous plaît, de répondre aux esprits faibles comme le mien. On veut du concret. À quoi ça sert cette affaire ?
Il parlait de l'entreprise, on veut savoir à quoi ça sert. Alors, Merci. Sans présumer de la faiblesse de votre esprit, on avait l'intention de répondre à ce monsieur, ce jeune homme, comme vous dites. D'abord pour dire qu'il a parfaitement raison sur l'aspect anthropologique. Je voulais souligner à quel point j'étais en accord avec ce qu'il avait dit. Et d'ailleurs, de rappeler, on faisait la réflexion à voix basse, que les créateurs, contrairement à ce qui a été dit, avaient certainement beaucoup plus l'envie d'être libres que l'envie d'être riches. La plupart de ceux qui l'ont eu à 1 euro ou à 1 dollar l'ont rendu à 10 en se disant j'ai fait une sacrée bonne affaire, à d'autres qui l'ont rendu à 20 ou à 200, etc. Il y a au départ effectivement une ontologie, une anthropologie, un goût de la liberté qui est évident. Je vais sauter, revenir si vous le permettez, sur la description qui a été faite par le mathématicien. Je crois qu'on est également tous les trois d'accord, c'est une technologie de consensus. Par contre, vous dites, puisque ce consensus existe, pourquoi ne porterait-il pas sur d'autres objets que monétaires? Le problème, c'est que la technologie de consensus est liée au fait que le truc ait de la valeur. J'ai paru me taquiner les gens de la Banque de France avec leur blockchain où circulent des données. Si ces données sont sans valeur, si personne n'essaie de casser le système, il n'y a pas vraiment besoin que le jeton qui circule ait une énorme valeur. Si les données que vous inscrivez sur la blockchain ont pour vous une énorme valeur, il faut qu'elles soient accrochées à un système qui se défend par sa valeur. Et là, c'est de la théorie des jeux, mais dire qu'on va faire une blockchain qui ne coûte rien, c'est toujours étonnant quand on voit des banquiers vous dire qu'ils vont mettre en place un système qui ne coûte rien. D'abord parce qu'ils vous le font payer assez cher, mais ensuite, vous avez tout ce qui peut être fait dans un silo coûte un ordinateur. Ce qui est fait dans une blockchain bidon à 3 coûterait 3 ordinateurs, si on est 1000, ça coûte 1000 ordinateurs, etc. Il faut bien que quelqu'un paye. Et c'est le prix, c'est le coût, et donc c'est le jeton monétaire qui assure la sécurité. À quoi ça va servir dans l'entreprise? Mais je dirais à vous aussi de l'inventer. Il est clair qu'au niveau de la supply chain, au niveau d'énormément d'applications, les gens s'en emparent et qu'on voit de plus en plus d'idées. Je pense que dans ces idées, il y en a de fantaisistes, on a tous vu, il y en a 80% de fantaisistes, voilà, mais il y a des choses qui vont se passer parce que fondamentalement, et ce qu'on disait ce qu'on a dit du début, c'est une invention faite pour nous permettre d'être révolutionnaire. Qu'est-ce qui est révolutionnaire? Il y a une façon simple de savoir si quelque chose est révolutionnaire. Si ça fait faire des économies au système, c'est simplement sordide. Si ça vous permet à vous de faire des choses qu'avant vous ne pouviez pas faire, c'est révolutionnaire. Désolée, je sais que vous avez encore plein de questions, mais là on est obligé de conclure, on a plein de signes. Juste pour terminer, si chacun de vous trois, vous avez 30 secondes pour résumer une de vos pensées et conseiller peut-être un ouvrage, je sais pas, une personnalité, quelque chose, pour que les gens aillent découvrir un peu plus sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut du pragmatisme. Du point de vue de la politique publique, l'approche de ces politiques-là, du pragmatisme jusqu'au bout. Et une chose à suivre, les conclusions de la mission du député de Paris, le député Persson, qui va rendre son rapport le 26 septembre prochain, avec des propositions, je pense, qui seront intéressantes. Et le Parlement s'est saisi de ces questions-là, ce qui est un très bon signe. Et donc, je vous invite à suivre les débats parlementaires. Voilà. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début de la conférence. Pour moi, c'est une nouvelle économie numérique qui s'ouvre, avec énormément d'opportunités. C'est des nouvelles règles, c'est des nouvelles stratégies. Je suis désolé quand une petite conférence ne puisse pas développer, parce qu'en fait, il y a énormément d'aspects, des applications de la blockchain, etc. On ne peut pas tout parler. Moi, ça fait 3 ans que ma vie, c'est construire du contenu sur la blockchain. Et en accès libre, sur blockchainfrance.net, blockchainpartner.fr, tout ça, c'est en accès libre. Énormément d'éducation. Vous pourrez aller voir, n'hésitez pas ensuite à aller nous réinterroger. On a fait des vidéos, etc. C'est évident qu'en une conf, on ne peut pas parler de tout. Si j'avais une référence à donner, il y a le bouquin de Jack qui est super, qui s'appelle Bitcoin, monnaie acéphale. Il faut se plonger dedans. Bitcoin, c'est une barrière à l'entrée qui est importante au début. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il faut bien le dire, peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais au départ, quand on est arrivé là-dedans, on était totalement perdu, mais pendant longtemps. Et on n'était pas convaincus au départ. C'est important de le dire. Au début, moi j'ai dit non, c'est une connerie. Donc la première conférence que j'ai vue ne m'a pas convaincu non plus. Donc, voilà. Et deuxième référence, ça va être une belle autopromo. J'ai sorti un rapport en avril qui s'appelle L'âge du web décentralisé, où justement je détaille ces nouvelles stratégies, ces nouvelles règles.
Je vous garantis que c'est 0% bullshit. Voilà, et, si ça vous intéresse. Sur cette nouvelle économie numérique, ce qui est un angle spécifique. Bon, un conseil à ceux que ça intéresse, puis ceux que ça n'intéresse pas, on se demande même pourquoi ils sont venus. Un conseil à ceux que ça intéresse, investissez ce que vous pouvez perdre, c'est une expérience. J'ai dit on est à 0.16, 0 ça veut dire que c'est plutôt une expérience. Et puis entre amis, on ajoute en général, et n'investissez qu'à hauteur de ce que vous comprenez. Vous verrez bien. Qu'il faut suivre. Toutes les recommandations, y compris Peter Dutellant Rougir sur mon livre, sont pertinentes. Je dirais, il n'y a pas vraiment d'experts, il y a 10 experts dans le monde. Il y a des expérimentateurs, et vous aussi vous pouvez devenir expérimentateur. Ce qu'il faut suivre, je crois que c'est la communauté. Donc, moi je suis très sensible à cette chose qui est que Bitcoin et les autres cryptos sérieuses, c'est technologie et communauté. Si vous commencez à prendre un livre, aussi bon soit-il, il est probablement déjà dépassé. Si vous fréquentez la communauté, il y a des gens dont vous finirez par découvrir que leurs jugements sont plus sensés que d'autres, mais vous formerez votre propre avis, vous serez tenu informé de ce qui se passe. Donc je crois que c'est une expérience qui amène à rencontrer des gens, et c'est ça qui est stimulant. Quelqu'un un jour, à la suite d'une des réunions qu'on avait organisées avec le cercle, m'a dit, mais il y a des quarantaines, tout le monde ici est différent, ils n'ont qu'un point en commun, ils sont tous passionnés. La fin. Merci à tous.